C'est une situation que tout manager redoute, n'est-ce pas? Les chiffres ne sont pas bons, les objectifs semblent s'éloigner de plus en plus, et ce petit sentiment de panique qui commence à s'installer. Voyons ensemble comment on peut transformer cette angoisse en une action qui soit à la fois structurée et surtout efficace. Voilà, cette phrase, elle résonne avec une frustration qu'on peut presque toucher du doigt. C'est vraiment le point de départ d'une spirale négative si on ne s'y attaque pas de la bonne manière. C'est un cri du cœur en fait, et c'est surtout le signal qu'il est temps de changer radicalement de méthode. Alors face à ce mur, l'instinct premier, c'est soit de foncer tête baissée, soit de se sentir complètement paralysé. Eh bien la bonne réponse, elle est un peu contre-intuitive. Il faut savoir prendre un temps d'arrêt pour mieux repartir. La solution donc, elle commence par une pause. Il ne s'agit pas de trouver une sorte de baguette magique, non. L'idée, c'est d'adopter une vraie démarche de diagnostic, une démarche complète, pour bien comprendre toutes les pièces du puzzle. Et attention, ce recul n'est pas du tout une perte de temps, bien au contraire. Avant de pouvoir agir, il faut d'abord comprendre. Cette pause analytique, c'est sans doute le geste managérial le plus important à ce stade. Justement pour éviter de prendre des décisions à la hâte basées sur de simples suppositions. Bon, alors voici la feuille de route pour cette analyse. On a 4 piliers, 4 grands domaines fondamentaux. Chacun de ces domaines peut contenir la clé du problème, ou en tout cas une partie de la solution. Allez, on commence par le premier. On va commencer par ce qui est le plus proche de nous, ce qui est sous la responsabilité directe du manager, les personnes qui forment l'équipe et bien sûr ce qu'elle propose aux clients. C'est vraiment la sphère d'influence la plus directe. Ça, c'est la première grande distinction à faire quand on parle de l'équipe. Est-ce qu'on est face à un problème de savoir-faire ou alors est-ce un problème de vouloir faire? Forcément, les réponses à apporter seront radicalement différentes. Ici, la dualité de l'approche est très claire. D'un côté, si c'est un problème de compétence, il faut identifier les lacunes et mettre en place un soutien bien ciblé, de la formation, de l'accompagnement. De l'autre côté, si le problème c'est la motivation, eh bien là, il faut réinjecter de l'énergie, de l'envie. Justement, pour raviver cette flamme, l'idée c'est de créer une émulation saine. On peut organiser un challenge, même quelque chose de symbolique, et surtout, il faut reconnaître publiquement les succès. La valorisation, c'est un moteur de motivation extrêmement puissant. Ok, une fois qu'on a analysé l'équipe, le regard doit se porter sur l'offre elle-même. Parce que, soyons honnêtes, même la meilleure équipe du monde ne pourra jamais compenser les faiblesses d'un produit ou d'un service. L'amélioration du produit, ce n'est pas un projet ponctuel. C'est un processus qui doit être continu. Ça commence par une évaluation vraiment honnête. Ça se poursuit par une véritable culture de l'amélioration constante. Et ça se concrétise dans la manière de présenter le produit et de le délivrer au client. Le troisième pilier, lui, nous amène à une introspection. Après l'équipe et le produit, il est temps pour le chef d'orchestre, le manager, de s'analyser lui-même. C'est l'étape du miroir. C'est une question absolument fondamentale. La pression, ça peut être un formidable moteur, comme ça peut être un véritable destructeur de morale. Tout, absolument tout, dépend de la manière dont elle est appliquée et communiquée à l'équipe. Tout le défi est là. Faire en sorte que la pression soit perçue comme un objectif stimulant et non pas comme une menace. Chaque retour, chaque discussion doit être une opportunité de progresser et jamais un simple reproche. La communication, c'est vraiment la clé de voûte. La transparence, ça crée une urgence partagée. Le fait de décomposer les grands objectifs, ça rend le défi beaucoup plus accessible. Et puis, responsabiliser chacun, ça transforme des exécutants en acteurs engagés qui partagent la responsabilité du succès. Dans les moments qui sont difficiles, il faut surcommuniquer les victoires, même les plus petites. Célébrer une avancée chaque jour et pourquoi pas chaque heure. Ça crée ce qu'on appelle un momentum, une énergie positive qui prouve que le redressement est bel et bien en cours. C'est sans doute le point le plus délicat du lot, mais il est essentiel. L'inaction face à une sous-performance qui devient chronique, ça peut démotiver tout le reste du groupe. Alors agir, même si c'est difficile, c'est une nécessité pour la santé de l'équipe tout entière. Et enfin, le dernier pilier. Il nous rappelle qu'une équipe, ça n'évolue pas dans une bulle. Il est crucial de lever la tête du guidon et de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Parfois, le problème vient de facteurs qui échappent complètement au contrôle de l'équipe. Ça peut être une crise sectorielle, l'arrivée très agressive d'un concurrent. Ignorer ces éléments serait une grave erreur de diagnostic. Dans ce cas, il faut ajuster la stratégie et pas simplement pousser plus fort. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de bouton magique. La solution, la vraie, elle réside dans cette approche à 360 degrés. Un examen systémique qui permet d'identifier les vrais leviers sur lesquels on peut agir. Et c'est la question qui doit rester. Cette structure, c'est un outil. Le plus important maintenant, c'est de s'en saisir et de commencer honnêtement cette évaluation. Quel pilier semble le plus fragile en ce moment? La réponse à cette question, c'est le véritable point de départ.